En manchette aujourd'hui, la ville de Saint-Gabriel de Brandon devient une communauté bleue. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 25 mars 2022. En ce vendredi un peu pluvieux et un peu neigeux, on espère que le printemps va finir par vraiment commencer. Aujourd'hui, on vous parle de l'organisme Au Secours qui est heureux de remettre aujourd'hui la certification Communauté bleue à la ville de Saint-Gabriel. Afin d'obtenir la certification, la ville s'est engagée à reconnaître le droit humain à l'eau, au service d'assainissement, à promouvoir la gestion publique de l'eau et à éliminer progressivement la vente de bouteilles d'eau dans les édifices municipaux et lors de ces événements. Saint-Gabriel devient la 5e communauté bleue de Lanaudière et la 39e au Québec. La remise de la certification a été réalisée par Mme Rebecca Pétrin, directrice générale d'Au Secours, en présence de M. Gaëtan Gravel, maire de la ville de Saint-Gabriel, de M. Simon Garniépé, directeur des travaux publics de la ville, ainsi que Mme Odette Sarrazin, qui a initié le projet de certification auprès de la ville en partenariat avec les élèves de l'école secondaire de l'Érablière. M. Gravel a mentionné « C'est aujourd'hui avec fierté que nous devenons officiellement une communauté bleue. Notre ville a à cœur l'environnement et elle continuera de prendre des actions dans les années à venir pour contribuer à son amélioration. Maintenant, l'eau est une des plus grandes richesses et c'est un devoir et un honneur de tout faire pour la préserver, de renchérir M. Simon Garniépé. Les gouvernements locaux ont un rôle à jouer dans la lutte de la crise environnementale et à la préservation des ressources pour les générations futures. Le véritable engouement que connaît le Québec et plus spécifiquement la région de Lanaudière est là pour le démontrer et on peut féliciter Mme Sarrazin ainsi qu'à la ville de Saint-Gabriel pour cette certification. La Journée internationale maintenant pour l'élimination de la discrimination sociale est célébrée chaque année le 21 mars. Cette journée est l'occasion de reconnaître toutes les injustices et les préjugés alimentés par la discrimination raciale qui ont lieu tous les jours. Cette année, l'ACAI rappelle à l'élimination du profilage racial en causant une série d'événements tragiques pour les communautés racisées au cours de ces dernières années, plus spécifiquement à Repentigny. Nous avons rencontré Pierre-Richard Thomas, président de l'ACAI, qui nous parle justement de discrimination. Donc, aujourd'hui, c'est la journée, on pourrait dire, internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. C'est bien ça, je l'ai bien dit de la bonne façon, oui, c'est bien ça? C'est exactement ça. C'est une journée instaurée par l'organisation, par l'ONU, depuis, ça fait 56 ans. OK. C'est par rapport à ce qui se passait à l'époque en Afrique du Sud. Il y avait une manifestation cette journée-là, un 21 mars, où la police tuait 69 personnes. Et c'était des gens qui manifestaient pacifiquement, parce qu'à l'époque, il y avait l'apartheid. L'apartheid, c'est un régime qui divise la société, les Blancs d'un part, les Noirs d'autre part. Ils n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs. Et effectivement, depuis cette date-là, les Nations Unies ont instauré cette journée pour éliminer la discrimination raciale. C'est aussi à l'époque, il y avait pas mal de luttes sociales aux États-Unis avec Martin Luther King, avec Malcolm X, plusieurs leaders noirs qui voulaient vraiment un changement social, un changement pour les Noirs. Et au Québec, depuis 2000, 21 mars 2000, il y a la semaine d'action contre le racisme instauré par le gouvernement du Québec. Alors, à cette date-là, il y a plusieurs activités que plusieurs organismes organisaient pour essayer d'éliminer, d'éradiquer le racisme dans la société. Okay. Vous m'ouvrez la porte en me disant que le gouvernement a fait la semaine justement pour le racisme, mais la discrimination, et ça, c'est rendu subtil, on va dire le terme
faut dire les vraies choses. Je veux dire, le gouvernement vont dire tout est beau, tout est parfait. Je vais vous dire honnêtement, je pense à des publicités qui a été sorties cet hiver, là, justement, par rapport, c'est un groupe de Québécois et ça n'a pas été beaucoup, je ne vais pas dire applaudi par les différentes communautés en disant c'est pas la bonne chose, c'est pas la bonne façon de le dire. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et on n'est pas raciste, mais on est subtil dans nos décisions, je sais pas dire. Oui, je pense que effectivement, il y a des erreurs qui ont été faites. Je pense que là, il faut apprendre des erreurs. Il faut apprendre des erreurs. Personne n'est parfait. On fait des erreurs, on se corrige. Et l'essentiel, je pense que c'est la volonté. S'ils ont la volonté de changer ça, de changer les choses, c'est sûr que ça va passer bien, ça va aller bien. Alors, le gouvernement aussi, actuellement, il ne reconnaît pas le racisme systémique. On peut avoir plein de discussions sur le terme, etc. Mais l'essentiel, c'est ce qu'on doit faire. On doit faire des actions. On doit faire des actions puisque c'est pas possible qu'en 2022, la police arrête les Noirs 3 fois plus que les Blancs. Ouais. C'est pas possible qu'en 2022, on a encore de discrimination, c'est-à-dire des gens qui veulent louer un appartement à cause de sa couleur de peau, il n'arrive pas. C'est pas possible qu'en 2002, il y a des emplois que des gens juste par rapport à sa couleur de peau ne peuvent pas y accéder. Alors il faut qu'on appelle racisme systémique ou racisme tout court, il faut faire des actions pour que ça n'arrive plus en 2022. Comme société, on a fait beaucoup d'avancées par rapport aux problèmes des femmes, par rapport des handicapés, par rapport à tout. Comme société, il faut nous donner des outils pour cheminer, pour arriver à des solutions, pour que tous les citoyens se trouvent normal de vivre dans la société. Et c'est pour ça, entre autres, que durant la semaine, vendredi, vous allez faire on pourrait dire une conférence, un événement plus spécifique à Repentigny. C'est bien ça, hein? C'est ça, c'est samedi. À C'est samedi. samedi le 26 mars à 15h, 3h d'après-midi. On va organiser une conférence pour en discuter avec d'autres organismes en Repentigny, dans la Naudière, avec des victimes qui seront là, parce qu'il y a plusieurs victimes qui ont vécu des choses vraiment pas intéressantes à Repentigny, soit de profilage racial, soit de racisme au niveau des écoles. Il y a même un comité de parents des élèves racisés de la Naudière. Ce sont des parents qui vivent des choses où leurs enfants vivent des choses vraiment pas intéressantes à leurs écoles, juste à cause de la couleur de leur peau. Ça, c'est en 2002, C'est dommage. C'est inadmissible en 2022 encore. C'est ça. Alors, cette conférence va permettre de faire une réflexion entre des partenaires, entre des organismes, entre des victimes, etc., pour essayer d'apporter des éléments de solution à ce problème-là. Okay. Justement, la solution passe par la réconciliation, par des rencontres, par des choses comme ça, ou il faut qu'il y ait vraiment une volonté politique, une volonté municipale, une volonté citoyenne de vouloir faire les changements? C'est ça, il faut vraiment une volonté de la part de la municipalité, mais ça doit se faire avec les communautés. On ne peut pas on peut pas prendre des décisions dans vos coins et puis il faut une rencontre, il faut parler, il faut discuter, il faut connaître les problèmes des gens, il faut écouter surtout les victimes pour vraiment trouver des solutions. Parfois, juste en posant le problème, c'est comme on dit, c'est déjà résolu à moitié. Alors il faut poser le problème avec les victimes, il faut comprendre ce qu'ils vivent, il faut parler avec d'autres partenaires pour
vraiment arriver à des solutions, effectivement. Donc maintenant, allons à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. En ce 25 mars, CTRB désire souhaiter bon anniversaire à Madame Isabelle Morin de la part de toute la famille Coulombe. On vous a parlé en début de semaine aussi de la journée pour les allergies alimentaires. On vous présente la suite de l'entrevue avec Madame Dominique Seigneur qui nous parle encore d'allergies alimentaires. Tu as toujours une épée de Damoclès parce qu'une allergie alimentaire peut se développer, si je comprends bien, en bas âge, mais ça pourrait se développer aussi plus tard dans la vie de quelqu'un. On ne peut pas toujours savoir qu'est-ce qui va arriver, là. Non, c'est ça qui est. Je pense que vous avez fait une belle image en disant que c'est comme s'il y a tout le temps de préoccupation. On se dit, est-ce que je suis correcte pour la vie? Est-ce que moi, je suis maman d'une petite fille qui a des allergies alimentaires sévères, là, aux œufs, aux produits laitiers puis aux arachides? Là, elle est à l'adolescence. Souvent, c'est une période qui change. Est-ce qu'elle va les perdre? Est-ce qu'elle va en développer d'autres? On ne sait pas. Puis ça peut arriver à l'âge adulte. Fait que, tu sais, je pense que c'est bien qu'on en parle. Aujourd'hui, ben, la Journée québécoise des allergies alimentaires, c'est bon pour en discuter. Mais vous avez raison, ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie, une allergie. On peut avoir consommé des noix de macadam toute sa vie, puis du jour au lendemain, se retrouver avec une allergie, gorge nouée, donc médication d'urgence et tout. Puis ça, c'est vraiment des problèmes de système immunitaire qu'on ne peut pas les prévoir. Ceci dit, c'est assez rare. Chez l'adulte, c'est 4% des adultes qui vont vivre avec des allergies alimentaires. Chez l'enfant, c'est jusqu'à 8%. C'est pas négligeable. 300 000 personnes quand même dans la province, ça fait du monde finalement, mais il ne faut pas non plus vivre en peur et se dire quand est-ce que ça va arriver. Là, ça peut arriver, il faut rester aux aguets. Comme certains enfants vont se débarrasser de leur allergie aussi. Donc, ça varie. Il y a un caractère très impossible à prévoir. C'est très, très difficile à prévoir là, ce qui arrive avec les allergies. Je vais poser une autre question que ça peut être une source de discrimination. Parce que maintenant, dans les écoles, si on oblige, on ne peut plus avoir de beurre d'arachide, on ne peut plus avoir tel produit, il y a beaucoup d'éducation à faire par rapport à ça. Puis à un moment donné, ça peut créer une discrimination en voulant dire des enfants. Tu mets d'un côté les allergiques puis les non-allergiques. Là. Je ne sais pas, tu sais, quand on parle de sortie, quand on parle de beaucoup de choses, là. Bien, je suis contente de vous en parler parce que, tout d'abord, au Québec, il n'y a pas d'encadrement légal. Donc, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation chapeautée par le gouvernement. C'est-à-dire que toutes les commissions scolaires ou les centres de services ou les écoles privées reçoivent l'enfant allergique au meilleur de leur connaissance. Souvent, ça va être le parent qui va amener un auto-injecteur de pratique qui va dire « Je peux-tu montrer au professeur, à l'enseignant, au service de 10 heures, comment ça fonctionne au cas où. Voici à quoi mon enfant est allergique, puis voici comment il faut faire attention. » Puis là, on développe le plan, tu sais, dans quelles conditions l'enfant va manger, tout ça. Puis moi, je la vois de différentes façons, tu sais, cette histoire de retrait des allergènes dans les écoles. Quand il y avait principalement des allergies aux arachides, aux noix, c'était correct là, de les retirer, c'était pas compliqué, on les retirait. Là, mon malaise vient du fait qu'on ne forme pas beaucoup le personnel en milieu scolaire, puis on se retrouve avec des restrictions de plus en plus importantes. On entend des écoles, des fois, où il n'y a pas de droit de sésame, pas de droit de moutarde, ou pas de droit de produits laitiers, puisqu'il y a un enfant allergique, mais je pense que l'idée étant de protéger l'enfant allergique, tant mieux, mais je pense qu'on ferait mieux d'y aller vraiment avec un encadrement, quelque chose d'assez structuré, la formation, puis faire en sorte qu'on connaît les allergies de cet enfant-là, on l'intègre à la table de dîner avec des précautions.
sûr que son ami à côté mange un sandwich aux œufs, puis l'enfant, il a 5 ans, il n'est pas en mesure vraiment de bien comprendre, ben peut-être qu'à ce moment-là, on va le mettre au bout de la table avec une petite surveillance, mais il n'y a pas, cette rigueur-là de devoir exclure ou discriminer, je pense que ça vient d'une peur ou d'un problème de communication. C'est grave, là, les allergies, puis c'est soudain, puis c'est imprévisible. Mais je pense qu'en se renseignant puis en créant un petit plan autour de chaque personne qui vit avec une allergie, on risque de sauver bien des accidents, des problèmes. OK. Donc, on parle d'éducation, vraiment. Sensibiliser, des journées comme aujourd'hui, c'est pour sensibiliser, de dire que ça existe et comment qu'on peut vivre dans cet encadrement-là. Parce que là, on parle d'école, mais on parle aussi de restaurants, il y a plein de choses là, qui peuvent être difficiles. Oui, parce que vous mettez le point sur quelque chose d'important. En allergie alimentaire, quand on vient avec des allergies sévères, à la maison, ça va bien. T'sais, on a lu nos étiquettes, on sait comment préparer nos choses. Si on a des allergènes dans la maison, parce qu'on a peut-être d'autres enfants qui vivent sans allergie ou les parents, il y a des choix que les familles font, mais ça demande beaucoup de travail et d'organisation, mais ça va bien. C'est au moment où il y a une invitation spontanée qui vient pour un restaurant, chez des amis, une fête d'enfants, l'entrée à la maternelle, les voyages. C'est vraiment tout ça qui est difficile. C'est vraiment la planification, la déception. Tu sais, la journée de pizza, là, puis ton enfant ne peut pas en commander de la pizza, ben tu t'arranges pour aller y emporter une qui ressemble à l'Halloween, le tri de bonbons, il y a la moitié des sacs, des bonbons reçus dans le sac que ton enfant ne peut pas manger, ben tu t'organises un système qui... Tu sais, c'est teinté de beaucoup de privation puis beaucoup de maturité de la part de l'enfant allergique à devoir accepter tout ça, mais c'est une question de vie, c'est une question de santé. Mais effectivement, je pense qu'il faut en parler puis sensibiliser les gens. C'est pas un caprice, c'est pas un choix, là. C'est vraiment une condition médicale. On l'a pas voulu, là, c'est ça qu'on dit. Donc, ce sera une suite la semaine prochaine concernant cette entrevue avec Mme Dominique Seigneur. Maintenant, on parle d'amélioration des délais pour une première audience. Soyez prêts. On parle maintenant que le tribunal administratif du logement informe les locataires et les locataires qui doivent se préparer à être entendus plus rapidement par le tribunal. Grâce aux nombreuses mesures mises en place au cours des dernières années, il est possible de constater une baisse significative de 56 % du nombre de demandes en attente d'une audience comparativement à 2017. Le tribunal est donc en mesure de convoquer les parties peu de temps après l'introduction d'une demande, comme le démontre le délai médian pour une première audience pour les causes civiles générales qui se situe désormais maintenant à 3,9 mois et celui pour les causes urgences, on parle de 1 à 1,3 mois. Ainsi, afin de pouvoir profiter de la mise au rôle rapidement et d'éviter des remises de l'audience, il importe de bien se préparer son dossier dès le dépôt de la demande ou pour la partie défense-dresse dès la réception de la notification de celle-ci. Il est d'ailleurs important d'aviser le tribunal dès que possible de tout changement d'adresse. Pour de plus amples informations et renseignements sur la façon de se préparer à une audience devant le tribunal ou d'en connaître davantage sur les règles de procédure, vous pouvez consulter le site du tribunal du logement sur le site du gouvernement du Québec. Maintenant, une nouvelle concernant la MRC de Dautré et la MRC soucieuse de répondre aux besoins de sa communauté. La MRC a lancé un appel de projet relatif à sa politique de soutien aux projets structurants. Cet outil financier administré par DEA, Développement économique Dautré, est proposé aux organismes à but non lucratif, coopératives, municipalités et organismes du réseau de l'éducation à la recherche de soutien pour la concrétisation de leur initiative ayant un impact structurant sur le milieu. D'ici le 22 avril prochain, DEA reçoit les propositions d'initiative pour son programme d'aide aux collectivités rurales et son programme d'aide aux événements récurrents. La description est disponible sur le site Internet de la MRC au www.mrcautré.qc.ca/programme. Les promoteurs doivent communiquer avec l'agent de développement local de la MRC.
Ou par téléphone au 450-836-7007, au poste 2524 ou par courrier électronique à mlapierre@mrcautrey.qc.ca afin de s'assurer de l'éligibilité de leur projet. Les organisations peuvent déposer des demandes dans différents secteurs d'activité. On parle de culture, de tourisme, environnement, développement social, développement économique, etc. Il doit principalement s'agir de nouveaux services, activités ou infrastructures offerts dans la communauté. La politique de soutien aux projets structurants s'inscrit dans le cadre de l'entente relative aux fonds régionaux de la ruralité intervenue entre la MRC et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ses principaux objectifs sont le renouvellement et l'intégration des populations, la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du territoire, la pérennité des communautés rurales et le maintien d'un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l'environnement et ses activités économiques. Sur ce, allons à la pause. Au centre hospitalier Pierre Le Gardeur, le 19 mars, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Bernard Hainaut, époux de Françoise Goyette, demeurant à Lavaltrie et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Suzanne Sylvain Deschamps, Patricia Claude Lambert, son petit-fils Jesse feu Éric Cloutier, sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Janine Hainaut, feu Gérard Baudet, Jules Vallière, feu Gertrude Hainaut, Roland Hainaut, feu Agathe Savignac, Denise Arnois, feu Jean-Guy Hainaut, feu Michel Hainaut, feu Jocelyne Guillemette, Jean Goyette, feu André Pagé, sa conjointe Claudette Brissette, feu Goyette, Claire Laprade, feu Roger Goyette, Annette Trudel, feu Normand Goyette, Denise Philot, feu Fernand Goyette, Lucille Goyette, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du hôpital Pierre Le Gardeur pour son soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer qui seront acceptés au salon. La famille vous accueillera le dimanche 10 avril dès 13h au complexe Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 15h. M. Hainaut sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 4 mars, à l'aube de ses 90 ans, est décédée Mme Irène Blais, épouse de feu Jean-Jacques Couturier, demeurant à Lanoret. La défunte laisse dans ses enfants Francine, feu Denis Piette, André Élise Roch, Suzanne Sylvain Chardonnay, Sylvain Francine Gravel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 26 mars en l'église de Lanoret dès 13h, où suivront les funérailles le même jour à compter de 14h. Au château de Berthier, le 7 mars, à l'aube de ses 87 ans, est décédé M. Louis-Jacques Sylvestre, époux de feu Francine Jubinville, natif de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jean, Marie-Claude, Suzanne, Sylvain Turcotte, Hélène Louis Corbeil, ses petits-enfants, Alexandra, Claudia, Joanie, Pamélie, Stéphanie, ses arrière-petits-enfants, William, Michael, Samuel, Deva et Éloa, sa sœur Lise Sylvestre Jacques Douard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. On vous demande de compenser les fleurs par des dons à la Société d'Alzheimer qui sera disponible au salon.
La famille vous accueillera le dimanche 27 mars à compter de 11 heures au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra la liturgie dans la chapelle à compter de 14 heures. Monsieur Louis-Jacques Sylvestre sera inhumé au cimetière de la Visitation de l'île du Pas à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons vous souhaiter nos plus sincères sympathies. Et maintenant, allons à la météo. Allons à la météo, excusez-moi. Bonjour, ici Cyprien Zaccarino qui vous parle. Aujourd'hui, on a un nouveau stagiaire ici à CTRB et aujourd'hui, il va être votre présentateur de météo. Donc, bonjour tout le monde, ici Paul-Antoine Deveau, stagiaire de CTRB. Je suis ici pour vivre une expérience avec vous et de présenter la météo également. Donc, on va commencer avec vendredi après-midi. Donc, il va annoncer de la pluie et de la neige pour un total de 3 degrés plus un ressenti de 2 avec une précipitation de 70 vendredi soir, il va annoncer des nuages avec une possibilité d'averse, donc avec un total de 3 degrés plus un ressenti de 1 avec 40 de précipitation. Pour ce vendredi la nuit, il va annoncer des nuages avec un total de 2 degrés plus une précipitation de 30 Donc pour ce samedi matin, il va annoncer un total de 2 degrés avec des nuages et avec éclaircies avec un ressenti de moins 2 et une précipitation de 30 Pour ce samedi après-midi, il va annoncer des nuages avec des éclaircies encore une fois, plus un total de 6 degrés avec un ressenti de 3 degrés, avec des précipitations de 30 Pour ce samedi soir, ça va être plutôt nuageux avec un total de 3 degrés plus 1 degré de ressenti, plus une précipitation de 30 Pour le samedi, la nuit du samedi, ça va être plutôt nuageux avec quelques flocons, avec un total de 0 degré plus ressenti moins 4, avec une précipitation de 40 Pour ce dimanche matin, il va annoncer quelques nuages avec des flocons, avec un total de 1 degré. Un total... Oh, pourquoi je dis total? OK. Donc, pour ce... Attends, je ne regardais pas l'objectif. OK. Pour ce dimanche matin, il va annoncer un total avec... OK, là, il faut que je me concentre. Ça arrive à tout le monde, je pense. Mais moi, c'est ma première fois. Moi, ça va arriver très souvent. Allez, c'est le dernier jour, là, je suis capable. Donc, pour ce dimanche matin, il va annoncer des nuages avec quelques flocons, avec un total de 1 degré, avec un ressenti de moins 3, plus une précipitation de 40 Donc, pour ce dimanche après-midi, il va annoncer de la neige fondante avec un total de 2 degrés, par exemple, un total de moins 2 degrés en ressenti, plus un total de 40 de précipitation encore. Pour ce dimanche soir, ça va plutôt être nuageux avec quelques flocons, avec un total de moins 1 degré plus un ressenti de moins 6, avec une précipitation encore de 40 Donc, pour la nuit du dimanche, ça va être plutôt nuageux avec un total de moins 8 degrés. Ça va être quand même assez froid, hein? Plus un ressenti de moins 15. Donc, ça va être plutôt glacial comme nuit, avec une précipitation de 30 Donc, c'est tout pour ces trois prochains jours. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour cette présentation, Paul-Antoine Deveau. Donc, comme vous avez pu voir, nous avions Paul-Antoine Deveau, qui est un petit stagiaire, un jeune qui est venu ici de secondaire 3, qui est venu faire la météo. Il a appris sur le tas. On appelle aussi les aléas là, du direct un peu et de vouloir se reprendre. Et comme vous pouvez le constater, bien, je pense qu'il va avoir de l'avenir quand même parce qu'il est persévérant et il a continué à faire la météo malgré les petites embûches. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 25 mars 2022. On espère que vous avez apprécié et que vous serez de retour la semaine prochaine avec Alain Bellumeur au pupitre pour un prochain bulletin de nouvelles, soit le 28 mars 2022. Bonne fin de semaine!